Bonjour, bienvenue sur Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Je suis Lorenzo et je vous présente une mini-série de podcasts consacrée à The End of Patriarchy, la fin du patriarcat, féminisme radical pour les hommes, de Robert Jensen. Comme dit précédemment, ce livre est surtout à destination des hommes, ou des personnes pas vraiment familières avec le féminisme radical. Il ne cherche pas à faire un panorama complet de ce mouvement, mais s'en sert plutôt comme base pour soulever quelques questions intéressantes. Cette mini-série est composée de 3 épisodes. Dans le premier, nous avons défini les principaux termes utilisés, sexe, genre, patriarcat. Et le deuxième va maintenant présenter les grandes lignes du féminisme radical et la culture du viol. Bonne écoute. Chapitre 3 – Féminisme. Le mythe de l'égalité déjà là. Suite aux réalisations des suffragettes et des mouvements de libération des femmes du 19e et du 20e siècle, les femmes et les filles ont plus d'opportunités qu'auparavant en termes d'éducation, de carrière et de politique. Alors, peut-on encore aujourd'hui décrire les États-Unis, puisque l'auteur est américain, comme une société patriarcale ? Les sociétés et les systèmes qui structurent leur pouvoir ne sont évidemment pas statiques ou figés. On peut reconnaître des changements positifs grâce aux luttes contre la domination masculine institutionnalisée, tout en conservant patriarcat comme terme approprié au système de sexe et genre des sociétés contemporaines. Le mouvement des femmes a obtenu des gains, provoquant sans surprise un contre-coup. En 1991, Susan Faludi rapporte dans son livre Backlash comment une forme d'antiféminisme est apparue dans les années 80. Cet antiféminisme avance que les femmes ont enfin atteint l'égalité et qu'elles en sont malheureuses. Les femmes devraient faire machine arrière, nous dit-on, et abandonner l'idée de défier la suprématie masculine. La sociologue Kathleen Barry explique ainsi cette situation, je cite: quand les femmes atteignent l'indépendance économique, les hommes risquent de perdre le contrôle sur elles en tant que propriété légale et économique grâce au mariage. Pour reprendre le contrôle, la domination patriarcale se réorganise autour du sexe en produisant les conditions sociales et publiques de la subordination sexuelle des femmes qui les poursuit dans le monde public. Fin de citation. Les vagues féministes. Malgré les différents contre-coups, le féminisme résiste, procédant par ce qu'on a coutume d'appeler des vagues. Aux États-Unis, la première vague du féminisme marque le 19e et le début du 20e siècle avec le mouvement pour le droit de vote des femmes. La seconde vague, elle, commence dans les années 60, se focalisant sur les problèmes de la sexualité, la violence masculine, les structures familiales, l'économie et les autres formes de discrimination légale. Une troisième vague, dans les années 90, menée par des femmes plus jeunes, se concentre sur la puissance d'agir et le choix individuel. Et on parle aussi parfois d'une quatrième vague plus récente. Ces vagues sont traversées d'approches différentes du féminisme, reflétant divers cadres théoriques et divers problèmes pratiques. Ainsi, on trouve par exemple les féminismes radical, marxiste, socialiste, libéral, psychoanalytique, postmoderne, écoféministe, etc. Au-delà des conflits entre les différents courants du féminisme, tous s'accordent sur au moins une chose: les femmes devraient être des êtres humains à part entière. Cela signifie combattre les inégalités dans les différentes sphères. Le droit de vote n'a évidemment pas éliminé par magie toutes les barrières rencontrées par les femmes. Une transformation radicale de la société est nécessaire, et pas seulement des politiques et des institutions, mais de la façon dont on comprend ce que signifie être mâle, femelle et humain.
Pour la féministe Jane Claire Jones, je cite, « Le féminisme, en tant que mouvement politique visant la libération des femmes, a depuis longtemps théorisé le genre non pas comme une essence innée, mais comme un système hiérarchique renforçant l'asservissement des femmes. Attribuer certains traits de personnalité, obéissance, soin, désir d'être jolie ou objectifiée, attribuer ces traits comme naturels chez les femmes est, selon l'analyse féministe, un mécanisme fondamental au maintien de la hiérarchie de genre. » Fin de citation. Féminisme radical. Robert Jensen prend parti pour le féminisme radical. Selon lui, les critiques féministes de la seconde vague nous fournissent le meilleur moyen de comprendre comment le pouvoir du patriarcat continue de se maintenir. On peut définir le féminisme radical par 2 points. Premier point, la compréhension que la subordination des femmes par les hommes est un produit du patriarcat et que l'objectif décisif du féminisme est d'abolir le système de hiérarchie du genre plutôt que de s'en accommoder. Et un deuxième point, une confrontation plus large avec le problème de la hiérarchie et des dynamiques de domination-soumission dans d'autres sphères de la vie humaine. La fin du patriarcat étant une des conditions nécessaires à une libération plus générale. Cette tradition féministe révèle comment la dynamique de domination et soumission du patriarcat demeure fermement en place. Bien que la domination masculine cède du terrain dans certains domaines, par exemple en permettant à des femmes d'accéder à des positions de pouvoir, au même moment, elle renforce son emprise dans d'autres sphères, avec l'acceptation croissante des industries de l'exploitation sexuelle. Tout au long du livre, Jensen cite un grand nombre de féministes qui ont été essentiels à son chemin intellectuel. Donc, par exemple, Andrea Dworkin, qui lui a permis de découvrir le féminisme radical, Marilyn Frye et Catherine McKinnon sur le rôle de la loi, Gerda Lerner sur la relation entre genre et classe, Audre Lorde et Barbara Smith sur les liens entre genre et race, aux côtés de Patricia Hill Collins et de Bell Hooks. Ce qui nous amène au point de l'intersectionnalité. Il y a aujourd'hui un large consensus parmi les courants féministes sur la nécessité de l'intersectionnalité. Ce terme est utilisé par Kimberlé Crenshaw en 1989 à propos de la marginalisation des femmes noires, à la fois au sein du féminisme et de l'antiracisme. L'intersectionnalité est de plus en plus élargie pour prendre en compte les autres systèmes qui utilisent les différences dans le but de discriminer et de dominer. Les approches intersectionnelles permettent de mieux comprendre les efforts ininterrompus des hommes pour contrôler la sexualité et la reproduction des femmes. Le rôle central de l'hétérosexualité. Marilyn Frye explique que la subordination de milliards de femmes sur Terre nécessite qu'elles soient réduites à tolérer cette servitude. Je cite, « Le premier lieu de cette réduction est la rencontre et la relation hétérosexuelle. Fréquentation, arrangement matrimonial, amour, relations, sexualité, mariage, prostitution, famille traditionnelle, inceste et abus des enfants. C'est sur le terrain de l'hétérosexualité que filles et femmes sont habituées aux violences, aux insultes, dégradations, et que les filles sont réduites à des femmes, épouses, salopes, maîtresses, esclaves sexuelles, secrétaires, couturières, mères des enfants des hommes. » Fin de citation. Bon, cela ne signifie pas que chaque homme traite chaque femme comme une esclave sexuelle. Au sein du patriarcat, chaque homme pris individuellement n'est pas constamment et activement engagé dans l'oppression des femmes. Mais les hommes agissent régulièrement d'une façon qui maintient le patriarcat en place et donc fait souffrir les femmes. Un féminisme pour les hommes. Le patriarcat est un système compliqué, aux effets complexes, mais au schéma identifiable. Il contraint
toutes les femmes. Les souffrances physiques, psychologiques et spirituelles varient selon leurs attributs et parfois le hasard, mais aucune femme ne peut vraiment y échapper. Le patriarcat procure des avantages matériels aux hommes inégalement selon leurs autres attributs. Ça peut être race, classe, orientation sexuelle, nationalité, etc. Mais aussi selon leur volonté à s'adapter aux valeurs patriarcales. Le féminisme est donc, en premier lieu, le mouvement de libération des femmes et non celui des hommes. Collectivement, en tant que classe, les hommes bénéficient de l'oppression des femmes en tant que classe. Cependant, la plupart des hommes y perdent également dans ce système obsédé par la hiérarchie et qui nous classe entre nous pour la quête de richesse et de pouvoir. Pour Robert Jensen, ces hommes bénéficieront de la libération des femmes en nous débarrassant des hiérarchies et en nous permettant d'être dignes et pleinement humains. Le féminisme radical est une approche qui demande des changements significatifs dans nos vies, et que l'on soit homme ou femme. Il nous demande d'analyser la façon dont les institutions du patriarcat façonnent notre carrière, notre vie, la perception de nous-mêmes et notre imagination. Pour les hommes, cette autocritique est coûteuse et douloureuse. Elle requiert une vie entière de réflexion. Critique générale de la hiérarchie. La plupart des féministes radicales ne limitent pas leur critique au patriarcat. Au-delà du système de sexe et genre, la compréhension de la façon dont le patriarcat normalise la hiérarchie mène à une critique plus générale des systèmes de pouvoir. Au sein du patriarcat, la hiérarchie est entendue comme une réalité immuable. Toutes les relations y sont traversées par la domination. Les nombreuses inégalités du monde contemporain, imposées par la suprématie blanche, l'impérialisme, le capitalisme, elles sont toutes basées sur cet élément central du patriarcat, la volonté de faire apparaître au sein des sociétés humaines la dynamique domination-soumission comme naturelle et donc comme inéluctable. Libéralisme et postmodernisme. L'approche féministe libérale est la plus visible aujourd'hui dans la culture dominante. Elle consiste essentiellement à réclamer un peu plus d'égalité pour les femmes à l'intérieur des institutions politiques, légales et économiques existantes. Dans les cercles universitaires, la perspective dominante est plutôt le féminisme postmoderne. Cette position, connue pour être difficile à définir, cherche à déstabiliser les institutions et même les concepts utilisés. Elle tend à se focaliser sur le langage et la performance. Puisqu'elle se focalise sur les choix des individus, ces deux approches, libérale et postmoderne, ont en commun un engagement pratique pour les politiques individualistes. Pour les libérales, la catégorie politique des femmes est relativement stable, mais les solutions sont centrées sur des droits réclamés par les individus. Pour les postmodernes, la catégorie femme elle-même est instable, et les solutions vont donc inévitablement porter aussi sur des droits réclamés par les individus. Les libérales valorisent la collaboration avec le système. Les postmodernes semblent imaginer qu'on pourrait transcender le système grâce au langage et à la performance. Le libéralisme est consciemment engagé dans l'individualisme. La catégorie femme existe, mais les progrès sont réalisés en se concentrant individuellement sur les femmes. Le postmodernisme est simplement du libéralisme poussé à l'extrême. Si la catégorie femme ne peut pas exister, toutes les solutions basées sur cette catégorie sont remises en question. Idéologie et dogmatisme. Cependant, une telle définition des différents courants féministes, comme on vient de le faire, peut être intellectuellement rigide. Cela crée forcément des phénomènes de groupe, d'appartenance identitaire, et c'est au final l'analyse complexe de la situation qui en pâtit.
Andrea Dworkin reconnaissait les limites de notre compréhension et encourageait plutôt à la réflexion autocritique. Je cite : « Le but de la théorie est de clarifier le monde dans lequel nous vivons, comment il fonctionne et pourquoi les choses nous arrivent ainsi. L'objectif est de comprendre. La compréhension est stimulante, elle pousse à l'action. Quand la théorie entrave l'action, c'est le moment de la délaisser et de se mettre à nu, sans théorie, face au monde réel. Les gens deviennent esclaves de la théorie parce qu'ils ont l'habitude de suivre des objectifs définis par d'autres, de faire ce qu'on leur demande, que tout soit planifié, que la réalité soit conditionnée. Certaines personnes désirent être anti-autoritaires, mais s'accordent pourtant totalement avec les ordres et l'autorité. La lutte la plus profonde consiste à déraciner de nous-mêmes et de nos institutions la nécessité de la servitude. Adhérer à une idéologie, peu importe laquelle, peut nous donner une grande illusion de liberté, alors qu'en réalité, nous sommes manipulés et utilisés par ceux que la théorie sert. » Fin de citation. L'objectif de Robert Jensen n'est donc pas de se fier aveuglément aux théories du féminisme radical, mais de garder un esprit ouvert, tout en expliquant pourquoi cette école de pensée a été centrale dans sa vie politique et intellectuelle, en l'aidant à comprendre sa socialisation à la masculinité, qui soumet les femmes et mutile sa propre capacité à être pleinement humain. Après avoir pensé pendant un temps qu'il devait équilibrer sa masculinité par de la féminité, il a découvert que ces deux catégories sont elles-mêmes des produits du patriarcat. Accepter le cadre de pensée restreint masculinité-féminité nous piège dans la dynamique de domination-soumission qui l'accompagne. Chapitre 4 : Culture du viol. Mythe sur le viol. Le viol est quelque chose de rare. Les quelques véritables agressions sont commises par des hommes déviants, pris en charge par le système judiciaire et des soins psychologiques. Les hommes ne violent pas les femmes de leur entourage social, les maris ne violent pas leurs épouses, et les patrons n'exploitent pas sexuellement leurs employés. Il s'agit juste de la façon dont les choses fonctionnent parfois entre hommes et femmes. Voilà le point de vue dominant sur les agressions sexuelles avant 1970. Depuis, les féministes se battent contre ces mythes et diffusent les concepts de viol par connaissance, de viol conjugal, harcèlement sexuel, afin de rendre visibles ces formes d'agression et d'exploitation. Dans son livre de 1975, Suzanne Brownmiller déclare que le viol, je cite, « n'est rien de plus ni de moins qu'un procédé conscient d'intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans un état de terreur. » Ces analyses ont donné lieu à la création de centres d'aide aux victimes de viols et de violences conjugales, des réformes légales, des programmes d'éducation féministe cherchant à réduire le nombre de violences. Aucune de ces mesures n'a résolu les problèmes par magie, mais sans le féminisme,
rien de tout cela ne serait arrivé. Une violence normale. Le viol est encore aujourd'hui considéré comme normal. Pas normal dans le sens le viol c'est bien, le viol c'est cool, c'est-à-dire une norme sociale à faire respecter. Ou le viol est inévitable, c'est-à-dire c'est un produit de la biologie que l'on ne peut pas changer. Mais normal de deux autres façons. Premièrement, les agressions sexuelles des hommes sur les femmes sont très courantes. Elles arrivent à la plupart des femmes, elles sont donc statistiquement normales. Deuxièmement, le nombre et les schémas propres aux agressions sexuelles et viols montrent qu'ils sont une expression des normes culturelles de sexe et de genre, et non une violation de ces normes. La culture ne soutient pas ouvertement le viol, mais elle soutient une conception patriarcale de la masculinité-féminité, invitant les hommes à être sexuellement agressifs. Statistiques. Le viol est un crime largement sous-estimé. La plupart des femmes violées ne le déclarent pas à la police. Les statistiques publiques nous en apprennent donc peu sur la prévalence du viol. C'est pourquoi le mouvement féministe base ses recherches sur les expériences des femmes plutôt que sur les déclarations de crimes. Dans le monde, selon une étude sur 81 pays, 30% des femmes de plus de 15 ans ont subi une violence par partenaire intime, définie comme violence physique, sexuelle ou émotionnelle. Ce taux est de 21% en Amérique du Nord. Une étude récente a trouvé qu'aux États-Unis, au moins une femme sur 6 a été violée à un moment de sa vie, un chiffre maintenant largement accepté. Une grande part de cette violence est dirigée contre les mineurs. Et ces chiffres s'en tiennent aux définitions légales du viol. Cependant, les femmes et les filles font face à une plus grande gamme d'intrusions sexuelles, c'est-à-dire des actes sexuels qu'elles n'ont ni réclamés ni désirés, mais qu'elles vivent régulièrement. Messages et appels à caractère sexuel, cyberharcèlement, harcèlement de rue, à l'école, harcèlement au travail, pression sexuelle dans les rencontres, agression, violence sexualisée. Cette invasion déshumanisante quotidienne devient si normale, entre guillemets, qu'il devient difficile de reconnaître notre capitulation collective face à ces normes sous-jacentes. Normes de sexe et genre. Puisqu'on cherche, depuis le début, les conditions sociales favorisant l'apparition des viols, on examine les schémas de socialisation expliquant des schémas de comportement. Les hommes sont généralement entraînés, par une variété d'institutions culturelles, à voir le sexe comme l'obtention du plaisir grâce à la prise des femmes. Nous sommes, hommes, exercés à nous voir comme naturellement dominants dans le domaine du sexe. Autre norme, dans la culture, les femmes sont objectifiées et leur sexualité est une marchandise. Ou encore, le pouvoir est érotisé. Les interactions sexuelles paraissent plus sexy quand les hommes dominent et les femmes se soumettent. Et puis enfin, on dit aux garçons et aux hommes que tout ceci est naturel. Dans une telle culture, le viol est une expression des normes sexuelles et non une violation de celles-ci. Cela semble paradoxal, mais le viol est à la fois illégal et complètement normal. Ce qui explique pourquoi les hommes considèrent rarement leur sexualité comme agressive. Pour nous, c'est juste du sexe. Voilà pourquoi certains violeurs condamnent eux-mêmes le viol. Ils n'imaginent pas faire partie des violeurs. Sexe et pouvoir. La célèbre phrase « Le viol n'a rien à voir avec le sexe mais avec le pouvoir » porte à confusion, puisque le viol est la fusion du sexe et de la domination. C'est l'érotisation du contrôle. Il suffit de regarder les mots servant à parler du sexe. On a quoi? On a baiser, niquer, défoncer.
et la façon dont ces mots sont utilisés dans d'autres contextes. Qu'est-ce qu'il suggère? Des actes agressifs, immoraux, une arnaque, la violence physique contre un adversaire ou simplement une insulte. Nous vivons donc dans un monde où les gens utilisent le même mot pour décrire à la fois l'intimité sexuelle et la violence domination. Et puis, tout le monde s'étonne quand les féministes affirment que la violence masculine est enracinée dans les normes de domination. Une analyse féministe de la violence sexuelle des hommes contre les femmes est cruciale à la compréhension de cette violence, peu importe qui est la victime. Les hommes ne violent pas que les femmes hétéros, mais aussi les lesbiennes, les enfants, ils pratiquent l'inceste, et ils sont également violents contre les autres hommes, et parfois les violent. Quand la dynamique de domination-soumission entre hommes et femmes a été érotisée dans le patriarcat, alors toute activité sexuelle devient le lieu potentiel de la domination. L'analyse et la critique de cette dynamique est fondamentale dans le féminisme radical. Culture du viol. Utilisé pour la première fois dans les années 70, le terme « culture du viol » a circulé plus largement à partir des années 90. Le concept de culture du viol soulève en général deux questions. Voici la première. Elle porte sur le nombre de violeurs. Vit-on réellement dans une culture du viol, ou bien le viol est commis par un nombre relativement petit d'hommes prédateurs? Alors, les deux affirmations sont vraies. Au sein d'une culture du viol, des hommes violent individuellement. Cette culture n'ordonne pas directement aux hommes de violer, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle trouble la distinction entre sexe consensuel et viol. Elle réduit donc ainsi les chances que les violeurs soient identifiés, arrêtés, jugés, punis. Il serait difficile de vouloir réduire et éliminer le viol sans parler ouvertement et honnêtement du contexte culturel dans lequel agissent les individus, sur la façon dont les hommes sont socialisés. Et une deuxième question porte sur la définition même du viol. Le viol est-il un crime clairement définissable, ou bien existe-t-il des zones grises qui sortent des simples catégories consensuelles, non consensuelles? Ici encore, les deux affirmations sont vraies. Des zones grises existent, mais plutôt que d'en conclure que le viol n'est pas définissable, il est important d'analyser les mécanismes de subordination des femmes qui se jouent dans ces fameuses zones grises pour en approfondir la compréhension et la critique. Alors, pour analyser ces fameuses zones grises, on peut poser quelques questions. Dans la vie des femmes, à quel point le sexe est-il consenti mais non désiré? Ou encore, à quel point le sexe consensuel est consenti par la peur, par l'insécurité, ou simplement parce que la femme trouve plus facile d'avoir du sexe que d'essayer de communiquer à l'homme son état émotionnel. Toute relation hétérosexuelle dans le patriarcat n'est pas un viol. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on ose réfléchir à la gamme d'expériences hétérosexuelles vécues par les femmes au sein du patriarcat? Une étude sur un campus américain a révélé que seulement 27% des femmes ayant subi ce qu'on peut juridiquement qualifier de viol se voient elles-mêmes comme des victimes de viol. 47% des hommes ayant violé se disent prêts à recommencer. Et 88% des hommes ayant commis ce qu'on peut juridiquement qualifier de viol refusaient catégoriquement de considérer leur acte comme un viol. En France, on a aussi une enquête récente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie qui a révélé que les jeunes de 18-24 ans sont bien plus nombreux à adhérer à des stéréotypes sexistes et à une sexualité violente et ou non consentie. On apprend ainsi que 59% des jeunes hommes estiment que,
Forcer sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu'elle refuse est un viol. Je répète cette information, seulement 59% des jeunes hommes estiment que forcer sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu'elle refuse est un viol. Nous vivons dans une culture où le lien entre sexe et domination est si étroit que les victimes et les agresseurs ne reconnaissent en général pas la violence dans leurs actions, alors que la société les a jugées violentes au point de les interdire. Il semble alors juste de décrire une telle société par culture du viol. La réalité du viol. Donc ça c'était les statistiques, les chiffres, mais il y a autre chose, il y a l'expérience des femmes. Donc on voit clairement, quand on s'y intéresse, des schémas selon lesquels les femmes s'adaptent pour vivre dans une telle culture. Et un exemple l'illustre à merveille. C'est un petit exercice qu'on peut faire dans une audience mixte. On demande aux hommes: quelle méthode avez-vous utilisée la semaine passée pour minimiser le risque d'être agressé sexuellement? Alors bon, les hommes sont surpris, déconcertés, parce qu'en fait on n'y pense pas. Bon, parfois il y en a un qui va faire une blague. Par exemple, il dit j'essaye de pas aller en prison, pour pas être agressé. Donc voilà, c'est super drôle, quelques ricanements. Mais en fait, la prison et le viol en prison, c'est pas des blagues. Et puis après, comme on s'en doute, on pose la même question aux femmes, et là, c'est plus du tout la même réponse. On a une liste de nombreuses stratégies. En voici certaines. Faire attention où elles sont, à quelle heure et avec qui. Réduire la probabilité d'être surprise par un inconnu. Réduire les risques avec les hommes qu'elles connaissent. Par exemple, au bar, aux fêtes, et puis notamment par rapport à l'alcool, la peur d'être drogué. Faire attention lors d'une rencontre, par exemple en prévenant un ami, en étant sûr qu'il soit joignable en cas de problème. Emporter une arme, que ce soit du couteau jusqu'à la bombe lacrymo, en passant par les clés serrées entre les doigts, entre les poings. Faire attention à sa tenue, alors jonglant à la fois d'un côté entre les attentes des hommes, c'est-à-dire avoir l'air attirante, attrayante, et puis de l'autre côté, le risque qu'ils représentent, ces mêmes hommes, la peur d'être violés si elles montent leur corps, etc. Il y a plein d'autres stratégies, et comme le résume Gail Dines, quand une femme sort, la culture lui apprend que la seule alternative à avoir l'air baisable, c'est d'être invisible. Donc quand on découvre toutes ces stratégies de survie des femmes au quotidien, que nous on n'a pas les hommes, je sais pas vous, mais ça me semble juste invivable, ça semble l'enfer, insupportable, pas acceptable, pas... Voilà, enfin, faut que ça s'arrête. Alors la question qu'on peut poser maintenant, c'est: les hommes sont-ils tous des violeurs? Bon si vous demandez à une féministe radicale, il y a beaucoup de chances qu'elle dise oui. Évidemment, tous les hommes ne violent pas, mais en fait c'est pas aussi simple. Parce que voilà, il y a des zones grises encore une fois. Donc posons ces questions, réfléchissons honnêtement à ces zones grises, à ces autres catégories d'hommes. Par exemple, ceux qui ne violent pas, d'accord, mais qui seraient prêts à violer s'ils étaient sûrs de pas être punis. Ceux qui violent pas, très bien, mais qui n'interviendraient pas si un autre homme violait. Ceux qui violent pas, donc qui sont pas des violeurs, mais qui achètent du sexe avec des femmes qui ont été ou qui risquent d'être violées dans une situation de prostitution. Ceux qui violent pas, mais qui sont excités par les films de femmes dans des situations ressemblant à du viol. Et ceux qui ne violent pas, mais qui trouvent l'idée de viol excitante. Et ceux qui ne violent pas, mais dont l'excitation sexuelle dépend d'un sentiment de domination et d'avoir du pouvoir sur une femme.
ces hommes ne sont pas juridiquement des violeurs, mais on voit bien qu'il n'y a pas une ligne évidente entre les hommes qui violent d'un côté et ceux qui ne violent pas de l'autre. C'est une zone grise à explorer. Et si nous voulons mettre un terme à la violence contre les femmes, il nous faut reconnaître les effets de la socialisation patriarcale, ce qui est rarement une tâche aisée. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si on refuse d'en parler, il faut admettre qu'on abandonne l'objectif d'un monde sans viol. Voilà, c'est la fin de ce deuxième podcast consacré à la fin du patriarcat de Robert Jensen. Merci d'avoir écouté jusqu'ici ces 2 épisodes. Partagez si ça vous a plu. La version article est aussi disponible sur floraison.blog. On se retrouve bientôt pour le 3e épisode de la mini-série qui parlera de prostitution et de transgenrisme. À bientôt sur Floraison.